Bel bonjour mes frères et sœurs, on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos sur l'esclavage, expliquée à travers 5 points que sont le travail, la famille, la santé, l'éducation et la spiritualité. À la veille de la Révolution, voilà près de 300 ans que les Européens ont bouleversé le quotidien de plusieurs milliers d'autochtones. En Afrique comme en Amérique, des générations ont évolué dans la dure réalité de l'esclavage. Certains finiront même par banaliser cet effroyable quotidien. À Saint-Domingue, on comptait près de 600 000 habitants répartis en 3 classes distinctes. Les blancs, divisés en grands blancs et en petits blancs. Les gens de couleur libre, qui étaient des mulâtres nés libres, mais qui malgré leur liberté apparente, restaient soumis aux blancs et fortement restreints dans la société. Dans ce même groupe, on retrouvait des noirs affranchis, libres grâce à leur talent et à leurs relations, et enfin, les esclavisés noirs, qui représentaient la majorité, de braves hommes, femmes et enfants, sur qui reposait tout le poids de la richesse, mais considérés par la loi comme de simples biens meubles. Pour contextualiser ce que représentait Saint-Domingue, la partie occidentale de l'île produisait à elle seule plus que toutes les îles voisines réunies. Elle alimentait près de 2/3 du commerce extérieur français, sans compter les ressources minières telles que l'or, le pétrole ou encore le cuivre, qui restent encore à nos jours inestimables. À son apogée, Saint-Domingue était le lieu préféré des gros investisseurs pour s'enrichir rapidement et repartir avec le pactole dans leur pays d'origine. En France, la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme, qui proclame que tous les hommes naissent libres et égaux, arrivèrent aux oreilles de la population de Saint-Domingue, et particulièrement aux gens de couleur libre, qui virent une opportunité pour obtenir les mêmes droits que les Blancs. À l'échelle internationale, les Occidentaux, bourrés de richesses acquises au prix du sang des Haïtiens, entreront dans des conflits d'intérêts. La France fera face à une succession de guerres contre le reste de l'Europe. À Saint-Domingue, le climat est de plus en plus tendu. Les révoltes des esclavisés face au traitement qu'on leur infligeait se multipliaient. La guerre des esclavisés contre les oppresseurs débuta en août 1791, une assemblée qui prit forme dans les hauteurs d'Haïti, à l'initiative des Marrons, véritable moteur du mouvement libéral. Ces guerres ont été menées dans un premier temps par Toussaint Louverture, avec le soutien de ses troupes. Il était un ancien esclavisé à talent qui, une fois affranchi, brilla par son intelligence, ses prouesses en tant que guerrier mis au service de la France et sa vision pionnière de la liberté. La France, se voyant perdre inévitablement des batailles les unes après les autres, craignait de perdre la perle des Antilles et que ce phénomène se répande dans les autres colonies. Pour calmer les tensions, l'Assemblée législative en 1792 accordait la citoyenneté française seulement aux affranchis. Mais la révolte des esclavisés devenait incontrôlable. Toussaint Louverture avait la figure de médiateur entre le peuple et le gouvernement français. Sa place stratégique le propulsa au rôle de gouverneur de Saint-Domingue, ce qui déplut fortement à Napoléon Bonaparte, qui enverra le général Leclerc pour établir l'esclavage aux Antilles. Face à la violente riposte des Français, Toussaint changea de tactique en acceptant d'être emprisonné par les Français en 1803, mais en chargeant secrètement son successeur d'aller au bout de la mission, celle de rendre la liberté aux Haïtiens. Son successeur et camarade de guerre, Jean-Jacques Dessalines, ancien esclavisé des champs, qui par son intégrité, son courage, sa force, sa spiritualité et son armée indigène, mit un terme à l'esclavage sur l'île la même année lors de la bataille de la Vertière. La guerre à Saint-Domingue dura au total 13 années où successivement la France, l'Espagne et l'Angleterre, dont les armées étaient les plus puissantes à l'époque, échoueront lamentablement contre des hommes et des femmes pourtant considérés comme des biens meubles. Progressivement, il dénombre près de 20 à 30 000 colons qui iront se réfugier à Cuba avec leurs capitaux, leur culture, leurs techniciens et pour certains même leurs nègres à talent. Une centaine de familles françaises iront également se réfugier en Jamaïque pour y introduire le café et le cacao dans les montagnes bleues. Saint-Domingue prit le nom d'Haïti, la première république noire indépendante de l'histoire. Le père de la nation haïtienne, Jacques Dessalines, en présence des combattants et des témoins vivants, rédigeront l'acte de l'indépendance le 1er janvier 1804, puis soutiendront leur vision par la Constitution du 20 mai 1805. Malgré leur victoire, la toute jeune nation, déjà affaiblie par la guerre, devra affronter de nombreux obstacles. Les villes ont subi de nombreux incendies,
parfois même à plusieurs reprises. À cela s'ajoute la déforestation pour la création des champs, le non-respect des cycles de vie de l'agriculture, l'introduction de plants étrangers à la terre qui auront pour conséquence que l'île passera de 95% de la couverture végétale à 50%. Et enfin, cette guerre marquera la fin du monopole de l'or blanc, la canne à sucre, qui était la première source de richesse de la colonie. En octobre 1806, soit tout juste 2 ans après le début de son règne, Jean-Jacques Dessalines, le principal garant de la vision haïtienne, nommé empereur Jacques Ier, sera assassiné à la suite d'un complot. Mais la vision secrètement conservée depuis plusieurs siècles ne saurait tarder à s'imposer de nouveau à la nation haïtienne. Allez, j'envoie la suite, mais d'abord... Comme je l'énonçais précédemment, la terre d'Haïti connut dès le départ de grandes difficultés pour s'émanciper. Mais c'est sans compter sur la nature robuste de l'Haïtien, tant physiquement que mentalement. Travailler dur ne lui fait pas peur et il se laisse difficilement décourager du moment qu'il y trouve son avantage. Par conséquent, comme dans tout chaos, la majorité est repartie vaillamment à ce qu'ils savaient faire le mieux. C'est ainsi que les anciens esclavisés des champs, qui représentaient la majorité de la population, prirent le nom de paysans. N'oublions pas que l'Haïtien a une relation particulière avec la terre, de près ou de loin. Le café devint la première culture d'exportation à l'instar de la canne à sucre et c'est sur cette production que reposera le développement du pays. Malheureusement, les atrocités endurées associèrent dans la tête des Haïtiens le travail de la terre à l'esclavage et la possession de la terre au pouvoir et à la liberté. Par conséquent, les paysans commencèrent à réclamer leur part de terre et à manifester une nouvelle forme de rébellion dans la crainte de voir recommencer le modèle colonial se reproduire. Mes amis, à part nous fin comme pour nous libérer, vous voulez mettre nous dans l'esclavage encore pire raide. Mais, moi, ça y est enragé. Nous fin passer toute misère ça, notre travail pour blanc, et puis y a forcé nous faire même travail là encore. Pour qui ça c'est pas terre ou nous plutôt pour nos travail? Parmi les anciens esclavisés domestiques et ou à talent, beaucoup sont morts pour avoir tenté de protéger les intérêts de leur maître. D'autres préféraient quitter l'île pour laisser derrière eux les mauvais souvenirs de guerre et saisir les nouvelles opportunités qui s'offraient à eux. Le reste parvinrent à s'instruire et à se créer une nouvelle place dans la société haïtienne. Et enfin, les anciens libres de couleur et les anciens noirs libres, des officiers ou des soldats ayant participé à l'indépendance, constituèrent quant à eux la classe dominante. C'est à ces derniers que Jean-Jacques Dessalines attribuera des terres qui appartenaient aux colons avant leur fuite comme récompense pour leur bravoure. Dans ce dernier groupe, le pays est témoin d'une véritable lutte pour imposer sa vision. Malheureusement, on note qu'il est souvent question de couleur, avec les noirs d'un côté et les mulâtres d'un autre. Différence qui se fit encore plus ressentir après la mort de l'empereur Jacques Ier, qui dirigeait l'île entière. À son départ, de nombreux changements commencèrent à s'opérer. L'orthographe du pays passa de Haïti à Haïti. Les couleurs du drapeau changèrent, passant du noir au rouge, au bleu et rouge. Changements qui en apparence ne sont que des détails, mais qui en réalité sont significatifs et profonds. Comme pour officialiser ce désaccord, Henri Christophe et Alexandre Pétion se déclarèrent la guerre et le pays se divisa en deux. Avec un royaume au nord, la plus grande partie du pays, commandée par le roi Henri Christophe, vainqueur de cette guerre, et la République du Sud, dirigée par le président Alexandre Pétion. Alexandre Pétion avait une vision républicaine et était de nouveau prêt à collaborer avec la France face aux difficultés rencontrées, au point même d'accorder à la France toutes les indemnités qu'elle voudrait contre le soutien de cette dernière dans leur nouvelle domination sur le reste des Noirs. La France, encore amère de sa défaite, réclamera donc la somme de 150 millions de francs or pour dédommager les colons d'avoir perdu les terres et la main-d'œuvre, c'est-à-dire les esclavisés. En 1838, un accord sera signé avec le roi Louis-Philippe qui finira par réduire la dette à 90 millions, qui équivaudrait aujourd'hui à 17 milliards d'euros. La dette ne fut entièrement soldée qu'au milieu du XXe siècle. Haïti emprunta donc auprès des banques françaises,
mais les remboursements annuels amplifiés par des taux d'intérêt aléatoires viendront prolonger la durée d'endettement qui auront pour conséquence des agios. En mars 1818, le président sudiste Alexandre Pétion mourut de la fièvre jaune et transmit, avant sa mort, le pouvoir à Jean-Pierre Boyer, anciennement commandant des élites mulâtresses. Henri Christophe, le roi du Nord, quant à lui, fut frappé par une crise qui aura pour conséquence une paralysie. Le pays étant toujours en guerre civile, il préféra se suicider plutôt que de se soumettre au camp adverse en octobre 1820. C'est alors que Jean-Pierre Boyer, le successeur de Pétion, récupéra le pouvoir et réunifia le Nord et le Sud pour gouverner sur le pays pendant 25 ans. En plus des guerres intestines, Haïti dut confronter de nombreux désaccords avec son colocataire Santo Domingo. Le poids de la dette, les successions de désaccords épuisèrent la jeune nation. À cause de ces instabilités, Haïti sera mise sous tutelle progressivement. Elle perdra d'abord son indépendance économique, puis militaire en 1914, jusqu'à l'occupation totale des États-Unis en 1915. Cette occupation sera à l'origine de nombreux mouvements protestataires du peuple haïtien, tant intellectuels que physiques, mais n'empêcha malheureusement pas la mise en place du néocolonialisme. Les États-Unis firent de sa proximité géographique avec l'île un atout et installeront dans le pays près de 300 usines, de nombreuses infrastructures, ce qui en apparence pourrait ressembler à une bonne nouvelle pour l'activité professionnelle haïtienne. Mais force est de constater qu'après environ un siècle, le quotidien des Haïtiens n'est pas plus confortable. Bien au contraire, le taux de chômage est de 50%. Le pays connaît une explosion de vagues migratoires vers les pays étrangers. Il y a bien une économie florissante qui attire les plus grandes puissances mondiales, mais celle-ci ne semble pas profiter aux principaux concernés. En 1918, un référendum organisé par les États-Unis permit de mettre en place une nouvelle constitution qui autorisa désormais aux étrangers des terres en Haïti, ce qui mit un terme au combat dans lequel des centaines de milliers d'Haïtiens ont donné leur vie. Même si on ne trouve pas beaucoup d'informations au sujet du bilan d'après-guerre, on peut facilement imaginer qu'il n'ajouta rien de positif à l'équilibre des familles. Malgré tout, le nombre d'Haïtiens continuait de s'accroître, contrairement à son colocataire Santo Domingo dans la partie orientale de l'île. Pour la première fois, on attribuait à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants des rôles, des responsabilités, une considération et un encadrement. Avec au centre le mariage comme socle de la société et comme statut distingué et respecté. N'oublions pas qu'à la base, le mariage est une union sociale et spirituelle de deux êtres, bien loin des conceptions modernes imposées par les religions. Le père, qui fut si longtemps écarté de son rôle dans la famille et qui par conséquent y rencontrait des difficultés, se devait de rétablir sa place pour être digne d'être nommé haïtien selon la Constitution de 1805. Le père de la nation comprit que des familles saines donneraient une nation saine. Mais une autre forme d'union était bien plus répandue, bien installée dans les mœurs des Haïtiens. C'est le plaçage. Le plaçage est une union polygynique, c'est-à-dire qu'un homme vit avec plusieurs femmes. Il est difficile de savoir si le plaçage est traditionnel ou s'il est la conséquence du mode de vie imposé par les colons. Lorsque le plaçage est rompu, il est souvent vécu comme un acte imprévisible et subi, particulièrement pour la femme. Et cela crée des rancœurs et des incompréhensions au sein des familles. Le principal problème du plaçage est qu'il est un statut fragile dans le sens où les limites des responsabilités ne sont pas définies, et notamment vis-à-vis des enfants. C'est ainsi qu'on verra apparaître de plus en plus de familles monoparentales. Bien sûr, dans la conscience commune haïtienne, le mariage demeurait un statut important et respecté selon les classes sociales. Toujours dans cet esprit de consolider les familles haïtiennes, à partir de 1816, on vit apparaître dans la Constitution du 2 juin 1816 des démarches qu'on pourrait qualifier d'indigénisme. Elles viendront encadrer et renforcer la véritable identité haïtienne. La situation politique, comme expliqué précédemment, provoqua un fort déséquilibre dans la société, délaissant progressivement le peuple à son propre sort. Encore une fois, l'entraide entre compatriotes, le troc ou l'échange de services, et particulièrement dans les campagnes, leur sauva la vie. L'occupation américaine et l'occidentalisation du pays étaient synonymes de néocolonialisation.
puisqu'ils reprirent possession des ressources locales telles que les plantations des paysans. Non seulement la gourde fut alignée sur le dollar, mettant à rude épreuve le pouvoir d'achat des Haïtiens, mais en plus, les grandes firmes américaines viendront progressivement changer les méthodes de consommation des petits paysans, des artisans et même dans les mentalités, les ambitions des Haïtiens changèrent et l'intervention des ONG, des structures religieuses, dans le cadre des missions humanitaires, joueront un rôle majeur auprès des familles les plus démunies. Étant donné que le peuple se révoltait pour cause de famine, voici que les actions humanitaires permettaient de maintenir la même situation dans le pays, mais en distribuant de la nourriture. L'organisation et la réussite des Occidentaux étaient déjà reconnues depuis plusieurs années comme un modèle où il était possible d'évoluer, de changer son destin. Un idéal qui évidemment attirait les familles les plus aisées et qui progressivement toucha les ambitions des familles les plus modestes. C'est ainsi que débuta les mouvements migratoires des Haïtiens vers les pays occidentaux. Dans certains cas, ces migrations ont été encouragées par les pays receveurs qui mettaient en place des politiques migratoires. Dans un premier temps, les familles haïtiennes pensaient partir avec l'idée de rester à l'étranger le temps des études ou d'obtenir un nouveau contrat, mais de plus en plus, les réalités du pays et les difficultés rencontrées à l'étranger décourageaient amèrement les expatriés de revenir vivre en Haïti, ce qui finira par créer un grand nombre de diasporas qui veut dire dispersés à travers le monde. Malheureusement, ce nombre ne cessera d'augmenter encore aujourd'hui. Même si l'Haïtien est fortement attaché à sa terre, à sa culture, la transmission des us et coutumes, du savoir et des connaissances haïtiennes se rompra au contact des cultures étrangères pour faciliter leur intégration. Dans certains cas, on interdira même aux enfants de s'exprimer en créole. Et pour finir, une autre conséquence à l'abandon des familles haïtiennes, surtout pour les familles les plus modestes, on constatera une augmentation des délinquances chez les jeunes qui sont sans espoir pour leur futur, l'abandon des enfants dans les orphelinats ou des placements en domesticité qu'on connaît sous le nom de reste avec. Pour rappel, le système sanitaire était formellement interdit aux personnes de couleur, sauf cas exceptionnels. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que leur connaissance en la médecine traditionnelle n'était que très peu efficace. Pour les colons eux-mêmes, le climat tropical et sa faune leur rendit la vie difficile. On retrouve beaucoup de récits expliquant les difficultés rencontrées par les Occidentaux à vivre dans cet environnement. De ce fait, les connaissances africaines et amérindiennes à l'aide des plantes médicinales ont joué un rôle essentiel dans la survie des esclavisés. Le recensement des maladies psychologiques à cette époque est quasiment inexistant. À titre comparatif, en Europe, les troubles de stress post-traumatique suite à des guerres étaient reconnus et assuraient un accompagnement psychologique. Mais en Haïti, le suivi n'était pas aussi présent. En tout cas, pas pour les plus démunis qui représentaient la majorité. Autre conséquence, l'héritage génétique. Comme abordé dans la précédente vidéo, les effets de l'omniprésence de ces violences ont créé par la suite de nombreux troubles qui font partie du quotidien des Haïtiens, même après 4 siècles, tels que les maladies auto-immunes, qui, je le rappelle, est une réponse du corps à la suite d'un événement antérieur. Dès 1915, à son arrivée, les États-Unis mis en place des hôpitaux et des dispensaires ruraux. Mais cela reste insuffisant pour la totalité de la population et les frais de santé restent trop élevés pour que toute la population puisse en bénéficier. Encore aujourd'hui, pour trouver un bon hôpital, les habitants sont obligés de se rendre dans des établissements financés par des étrangers pour recevoir des soins convenables. Le manque de moyens est tel que les habitants se retrouvent souvent en solution de dernier recours à confier leur vie entre les mains de faux prophètes ou de faux guérisseurs. La connaissance des médecines ancestrales est toujours présente aujourd'hui, mais perdent de leur valeur et de leur efficacité puisqu'il y a un manque de transmission. Les religions lui attribuent une vision négative et la jeunesse ne semble pas s'y intéresser. Environ 3 voire 4 générations seulement nous séparent de la fin de l'esclavage. Qu'en est-il de votre héritage en termes de santé ? Avant 1804, des écoles existaient bien à Saint-Domingue. Cependant, celles-ci étaient réservées aux enfants des colons blancs et probablement aux enfants de quelques affranchis.
Toussaint Louverture, en tant que gouverneur de Saint-Domingue, dans sa constitution de 1801, énonçait sa volonté de créer des écoles pour l'instruction de la jeunesse. L'empereur Jacques Ier, lui aussi, dans sa constitution du 20 mai 1805, voulut créer des écoles dans chaque division militaire. Le souci était que les seules personnes disponibles pour instruire la jeunesse étaient des missionnaires chrétiens. Comme vous le savez, l'école est aussi un outil puissant pour influencer des valeurs morales, éducatives, des raisonnements, une vision commune pour les futurs hommes et femmes. C'est le roi Henri Christophe qui agissa de façon la plus significative en créant une quinzaine d'écoles dans les villes principales du Nord, pour les enfants comme pour les adultes. Il fit venir des enseignants d'Angleterre pour assurer l'instruction. Henri Christophe ira jusqu'à codifier ces lois à travers son ouvrage Code Henri. Mais la population haïtienne était si nombreuse que le nombre d'écoles par rapport aux enfants à scolariser n'était pas suffisant. De ce fait, la majeure partie de la population, surtout dans les campagnes, ne pouvait avoir accès à l'instruction. Dans le sud, Pétion créa des écoles, mais l'accès à celles-ci était beaucoup plus sélectif, réservé aux enfants des militaires reconnus pour leur service à la nation haïtienne. L'arrivée de Jean-Pierre Boyer au pouvoir en 1818 mettra un terme à cet élan vers l'instruction, bien qu'imparfait. Le fossé ne cessa de se créer entre personnes instruites et celles provenant de la campagne avec peu de moyens. Maintenant, les avantages des privilégiés. Sa foi chrétienne donna de nouveau l'accès aux missionnaires qui s'assuraient de transmettre toutes les valeurs chrétiennes aux Haïtiens. Très rapidement, l'enseignement chrétien catholique prit une place si importante qu'il fut considéré pour beaucoup comme un modèle de réussite avec la langue française et anglaise, seul moyen autorisé d'avoir accès à la connaissance. Même si successivement les présidents qui ont suivi tentèrent de mettre en place des politiques destinées à encourager la scolarité, encore aujourd'hui, le constat est le même, si ce n'est pire puisque le taux d'alphabétisation s'élève à 50% en Haïti. On assiste depuis plusieurs décennies à une véritable fuite des cerveaux vers les pays étrangers. Les enfants et les étudiants ont du mal à poursuivre leur scolarité, soit par manque de moyens pour les frais scolaires, soit par découragement face au manque de travail disponible sur le marché. Selon moi, l'analphabétisme est un problème majeur, surtout au XXIe siècle. Mais j'ai tendance à penser que le savoir ni lire ni écrire une langue n'est pas une fatalité en soi. Le fait est qu'il n'y a aucun équivalent à l'école moderne pour former les générations suivantes à ce qui est vraiment utile pour le pays. En vérité, les avant-gardistes ne peuvent s'inspirer que de choses plus élevées qu'eux. À quoi bon vouloir continuer à imiter les modèles dysfonctionnels? La version officielle raconte que c'est lors d'une cérémonie nommée Bois Caïman que les esclavisés ont trouvé la force de se révolter. Ainsi, malgré toutes les missions religieuses pour baptiser, évangéliser le peuple haïtien, la majorité a jugé meilleur de s'unir autour d'une croyance commune qui fraya un chemin direct vers la liberté. Mais pour parler de spiritualité haïtienne selon moi, il faut prendre en compte toutes les cultures qui étaient présentes lors de cette cérémonie. Et je pense personnellement que c'est la raison principale pour laquelle les Haïtiens sont encore en désaccord sur cette fameuse spiritualité. Il manque une partie non négligeable de l'histoire. Je vais donc dans cette partie, encore plus que dans les autres, exprimer une réflexion qui m'est propre. Je précise que je ne suis pas une professionnelle. Je souhaite uniquement partager le résultat de mes recherches. Je vous encourage à ne pas en faire une vérité absolue, à continuer de faire vos propres recherches. C'est de cette façon que nous pourrons trouver ensemble la vérité pour Haïti. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, bien que nous soyons fiers de provenir de la terre-mère, l'haïtien n'est pas uniquement d'origine africaine. L'haïtien est également d'origine taïno et les taïnos ont hérité des croyances des civilisations méso-américaines. Et parmi ces civilisations anciennes, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. Ce sont les Olmecs, qui apparus vers moins 1200 avant Jésus-Christ, dans le golfe du Mexique. Les découvertes récentes ont révélé que la civilisation Olmec serait plus ancienne que la civilisation Maya, qui était jusqu'au 19e siècle considérée comme la première civilisation de la Mésoamérique. Mais les vestiges archéologiques démontrent que les Olmecs étaient bien plus anciens et témoignent de leur trait négroïde. Autrement dit, cette découverte serait la preuve,
soit d'une influence africaine ou d'une présence africaine en Amérique, bien avant Christophe Colomb. Ce n'est que bien plus tard que cette civilisation se serait mélangée avec les tribus de type mongoloïde qui auraient donné ce métissage connu sous le nom d'Indiens d'Amérique. De ce fait, il n'est pas rare de constater de nombreuses similitudes entre les cultures mésoaméricaines et africaines. Et c'est du côté de l'Égypte antique où les ressemblances sont les plus frappantes. Je ne vous apprends rien en affirmant que l'Égypte ancienne était noire. D'ailleurs, l'une de nos fiertés nationales, l'avocat, l'homme politique, l'égyptologue Anténor Firmin, fut le premier en 1885 à mettre en place un puissant argumentaire pour démontrer que l'Égypte antique était bien africaine, mais surtout noire. Il sera suivi par le célèbre Cheikh Anta Diop, qui viendra compléter les travaux de M. Firmin. Tout cela pour remettre dans le contexte multiculturel de la cérémonie du bois caïman. La ceiba, en langue taïno, également appelée capoquier, fromager, ou encore mapou rouge, en Haïti, était l'arbre sacré par excellence dans la mythologie mésoaméricaine. Cet arbre a la particularité de posséder un tronc lisse recouvert de grosses épines en forme de cône qui rappellent la peau du caïman. Avec l'âge, la ceiba développe des contreforts épineux qui, une fois de plus, rappellent la forme des pattes et la queue du caïman rampant. C'est pour moi la raison la plus logique du nom donné au lieu de cette cérémonie. Dans les croyances mésoaméricaines, la ceiba, ou le mapu, incarnait les 4 points cardinaux, d'où sa forme en croix. Avec le supramonde ou le ciel soutenu par les branches, la terre par son axe horizontal qui correspond au monde des vivants, y compris tous les éléments de la nature, et de l'inframonde qui représente le monde souterrain, la demeure des morts, des ancêtres. Ce dernier niveau fournissait une voie de passage aux esprits des morts qui pouvaient l'emprunter pour monter du niveau inférieur au niveau céleste, ce qui faisait des lieux comportant cet arbre des centres importants de réunion spirituelle. Les sociétés les plus conservatrices le reconnaissent encore aujourd'hui, depuis des siècles, pour ses nombreuses propriétés médicinales. Il est l'arbre des connaissances du bien et du mal par excellence. Je précise qu'il s'agit de la variété nommée Pantandra. On en trouve également en Afrique et en Asie dans d'autres variétés. Les Européens tentèrent d'introduire la ceiba en Afrique de l'Ouest au XXe siècle. Le changement d'environnement créa des mutations. Et ce sont ces mêmes colonisateurs qui détruiront, intentionnellement bien sûr, bon nombre de ceibas en Amérique centrale. La ceiba serait-elle, au sens propre, l'arbre de la liberté dont parlait Toussaint ? Au même titre que cet arbre sacré, les grottes ont la capacité de conduire à la terre souterraine, aux montagnes, qui sont accessibles par la terre. On retrouve également donc les 3 niveaux. Et c'est en Haïti qu'on retrouve la plus grande grotte des Caraïbes. Du côté de l'Égypte antique aussi, on retrouve des références à l'arbre de vie. Cet arbre symbolise la vie et la résurrection. Certains font référence à l'acacia ou au sycomore qui possèdent autant, voire plus de valeur que le ceiba. Les branches supportent la voûte céleste, le tronc est le centre de l'univers et les racines s'enfoncent dans les abysses. Ils feraient le lien entre le ciel, la terre et tout ce qui est né de leur échange. Toujours pour contextualiser la cérémonie du bois caïman, il est intéressant de comprendre au moins globalement le système de croyances hérité de ces 2 grandes civilisations. Les civilisations mayas, aztèques, toltèques, etc. sont les héritières de la civilisation olmèque. C'est pourquoi on retrouve de nombreux points communs entre elles, mais avec des appellations différentes. À partir du néant, les divinités créèrent le monde et les hommes avec pour rôle central le serpent à plumes. Quetzalcoatl, ou Kukulkan pour les Mayas, était le dieu serpent à plumes tout-puissant, vénéré par les spiritualités mésoaméricaines, dont les Olmèques et les Mayas pendant près de 2000 ans, jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVe siècle. Le dieu serpent était considéré comme le dieu créateur du monde et de l'humanité. Les cérémonies sont menées par un chaman, féminin ou masculin. Il est un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des esprits. Élu pour être le messager des anciens, il revêt plusieurs casquettes, celle du prêtre spirituel qui anime les célébrations ou réunions. Il est également reconnu comme étant un guérisseur, au don de voyance, ou alors comme conseiller. Selon la mythologie égyptienne, avant l'apparition de l'esprit créateur, le dieu solaire suprême Amon-Ré ou Atum-Ré, il n'y avait qu'un vaste étendue d'eau dénommé le Moon. Il fit naître à partir du chaos d'autres divinités, dont Nout, qui correspond au ciel
et Ged qui correspond à la terre. Et c'est à partir de cette dernière, Ged, qu'émergea une colline qui fit pousser un arbre gigantesque. L'arbre insuffla la vie et la terre se peupla. D'ailleurs, ce Dieu suprême est représenté sous forme humaine avec une tête de faucon ornée du disque solaire protégé par un cobra. Le pharaon est le premier prêtre qui représente la divinité dans le monde des hommes. C'est lui qui est chargé de prendre soin de son peuple, de leur assurer la protection. Les prêtres doivent faire preuve d'une parfaite connaissance dans le domaine médical, mathématique, astronomique et théologique. Ainsi, dans ces deux civilisations, on retrouve ce système pyramidal avec un ou deux êtres divins principaux qui engendrent d'autres êtres de nature divine également. Et enfin, le dernier niveau qui correspond au monde des vivants, qui voue un culte à l'être suprême en contact avec la terre. On remarque l'étrange similitude avec les récits bibliques qui sont évidemment arrivés longtemps après ces spiritualités primitives, à l'exception du symbole du serpent qui, surtout dans les croyances mésoaméricaines, rappelle la référence biblique du dragon ancien. Pour en revenir à Haïti, on retrouve deux protagonistes du mouvement libéral, Boukman et Jean-Jacques Dessalines, qui semblablement, lors de déclarations solennelles, mettent au premier rang l'être suprême et sa toute-puissance manifestée à travers les éléments de la nature. Le père fondateur affirma dans la Constitution du 20 mai 1805, en présence de l'être suprême devant qui les mortels sont égaux et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puissance, par la diversité de ses œuvres. La question est, comment se fait-il que la spiritualité nationale soit autant un sujet de controverse aujourd'hui? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Jean-Pierre Boyer, élu président après la mort d'Henri Christophe et Alexandre Pétion, réunifia le nord et le sud du pays en république dès 1818. Il avait, tout comme Pétion, pour but la reconnaissance internationale d'Haïti. Et dès son arrivée au pouvoir, il entama de longues négociations avec le Vatican. Ce n'est qu'en 1860 que le Concordat fut signé avec le Vatican. Ainsi, imposer une religion nationale, le catholicisme, semblait être la meilleure solution selon eux pour rétablir l'harmonie dans le pays. Le Saint-Siège étant reconnu pour ses capacités à susciter la paix dans le monde, ce nouvel accord semblait annoncer une bonne nouvelle pour rétablir l'harmonie dans le pays. Par conséquent, l'Église avait le champ libre. Il fallait civiliser, évangéliser, éduquer à la foi catholique le peuple haïtien. C'est donc naturellement que les églises catholiques se multiplièrent, le mariage selon la foi catholique s'imposa aux familles haïtiennes, les missions humanitaires en faveur du peuple délaissé par le gouvernement ne cessèrent d'augmenter. Et voilà qu'ils trouvèrent miraculeusement la raison de tous les maux des Haïtiens. C'est ainsi qu'une propagande anti-vaudou se mit en marche. Le consul anglais Spencer St. John publia son livre en 1884 où il accusera des Haïtiens de cannibalisme, de secte et à l'origine de crimes. Mais l'insoumission spirituelle du peuple, attachée à leur spiritualité ancestrale, demeurait. Face à cette résistance spirituelle, les autorités catholiques vont mener 3 grandes campagnes anti-superstitieuses, violentes et surtout vaudouphobes entre 1896 et 1942. Quel était leur but? Un certain père Pascal exprima clairement son souhait à travers ces croisades. Des temples vaudous furent pillés et saccagés. Les pratiquants furent persécutés. Le régime pénal avec le support militaire pour lutter contre le vaudou s'intensifia sous la présidence d'Élie Lescaut. Suite à ces campagnes, les Haïtiens durent trouver un moyen d'avoir la paix et donc ils finiront par créer une nouvelle forme de vaudou pour calmer les ardeurs des catholiques. C'est un mélange entre la foi chrétienne et un résidu de spiritualité afro-amérindienne. À force de vouloir rassurer nos oppresseurs, la connexion à l'être suprême a laissé place à des cultes en l'honneur d'entités malveillantes et esclavagistes qui n'ont rien à voir avec ceux des pionniers haïtiens. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'être présents pour maintenir cette haine contre le vaudou. Nous avons accepté les religions de nos oppresseurs et les défendons bien plus que les principaux concernés. Nous sommes riches de nos expériences, riches du sang qui coule dans nos veines et surtout riches pour notre capacité à pouvoir nous connecter à l'être suprême. Si l'espace d'un temps, chacun d'entre nous pouvait réaliser qui nous sommes, les choses ne seraient plus jamais pareilles.
Nous cesserions d'être en colère les uns contre les autres. Nous cesserions d'envier les qualités ou les défauts des autres. Nous ne laisserions plus personne s'immiscer dans nos affaires et nous comprendrions que la haine n'a pas de couleur. Nous arrivons à la fin de cette dernière partie sur l'esclavage moderne en Haïti. Je tenais à vous remercier de vive voix pour vos commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. La prochaine vidéo sera un zoom spécial sur l'empereur Jacques Ier, plus connu sous le nom de Jean-Jacques Dessalines. S'ils te demandent qui je suis, dis-leur que moi, c'est Echo avec un H, la voix qui fait retentir l'identité des dispersés.